Chers élèves, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver une deuxième fois pour continuer le cours de l'immunologie. Alors, comme on a vu la dernière fois, l'organisme distingue entre le soi et le non-soi grâce à des marqueurs qui se trouvent à la surface des cellules. Donc, on a distingué les marqueurs principaux qui sont le CMH et les marqueurs secondaires qui se trouvent sur les cellules anucléides. Les marqueurs principaux de CMH permettent de présenter l'antigène qui se trouve à l'intérieur de la cellule. Donc, ils le présentent en surface et donc permettent aux cellules lymphatiques de distinguer le soi modifié ou bien le non-soi qui vont déclencher une réaction immunitaire, alors que les peptides du soi qui vont être présentés par le CMH ne vont pas déclencher la réaction immunitaire. Donc, on s'est posé une question, on s'est dit quels sont les moyens mis en œuvre par l'organisme pour défendre ce qui est du soi. Alors pour ceci donc, on va entamer la deuxième séance qui s'intitule « Les moyens de la défense du soi ». Alors on sait tous que l'intégrité du corps n'est mise en question que si les agents pathogènes arrivent au milieu intérieur suite à une blessure accidentelle par exemple. Alors là, vous avez deux images qui présentent deux blessures qui datent du même jour, mais après 15 jours, on s'est aperçu que cette blessure-là montre des gonflements, une douleur, une rougeur, puis il y a une guérison. Par contre, la deuxième image montre une blessure qui montre les mêmes symptômes que la première, mais elle n'est pas guérie. Alors là, on s'est posé la question, quelle est l'origine de cette différence ? Alors, l'organisme donc a réagi à l'infection, ça veut dire à l'entrée de l'agent pathogène suite à une blessure, par une réponse de défense appelée réponse immunitaire. Alors cette réponse, c'est l'ensemble des réactions déclenchées dans l'organisme suite à la pénétration d'un antigène, donc qui peut être soit un antigène interne ou externe, mais sa pénétration dans le milieu intérieur. Donc cette réponse immunitaire, elle a pour objet de détruire ou anéantir l'effet de l'antigène et donc de conserver l'intégrité du corps. Alors, on peut distinguer deux types de réponses immunitaires. Donc une réponse immunitaire non spécifique ou bien innée, qui ne dépend pas de la nature de l'antigène, donc il est commune à tous les antigènes, et une réponse immunitaire spécifique. Donc, comme le nom l'indique, il est adapté à un antigène déterminé. Donc, on peut l'appeler aussi une réponse immunitaire acquise ou adaptative. Alors, pour ce qui est de la réponse immunitaire non spécifique ou bien innée. Alors, c'est une réponse qui est opérationnelle dès la naissance, ça veut dire sans avoir initiation avec l'antigène. Donc, il n'est pas caractéristique à l'antigène. Et il ne nécessite aucun apprentissage, donc il est inné, et se mobilise immédiatement, donc il est très rapide, et il ne distingue pas le type d'antigène, donc il est orienté vers tous les antigènes. Alors, cette réponse immunitaire spécifique, il comprend les barrières naturelles du corps et la réaction inflammatoire. Donc, ces deux volets-là, on va les traiter individuellement. Alors, on va traiter en premier les barrières naturelles. Donc, vous avez la figure suivante. Elle montre les types de barrières que notre organisme présente vis-à-vis de l'antigène externe. Alors, vous avez des barrières mécaniques dans la peau, les muqueuses et le mucus sécrété par les muqueuses, les cils vibratiles, etc. Et les barrières chimiques qui sont caractérisées par exemple, les larmes, la salive, qui présentent des enzymes qui dégradent l'antigène, et la sueur,
qui présente un pH de 3,5, donc il inhibe la croissance des bactéries à la surface de la peau. Et on a aussi le suc gastrique qui présente un pH de 1. Donc nous savons tous que nous ingérons des antigènes avec notre alimentation, mais on ne tombe pas malade, ou bien on tombe rarement malade. Grâce à quoi? C'est grâce à l'acidité de l'estomac. Et on a aussi des barrières écologiques. Pourquoi écologiques? Parce qu'il y a une compétition entre une flore intestinale qui nous est propre, donc par exemple les Escherichia coli, avec la flore qui peut être infectieuse. Il y a aussi la flore vaginale. Donc retenons, on a 3 types de barrières: barrière mécanique, barrière biochimique et barrière écologique. Alors vous avez le texte là. Donc, que va-t-il se passer si l'organisme, si l'antigène franchit ces barrières naturelles? Alors, lorsque l'antigène pénètre à travers ces barrières, il va donc franchir le milieu intérieur, il va donc déclencher la réaction immunitaire. Alors, la première réaction qui va être déclenchée, c'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. Alors, vous avez ici une photo d'une blessure. Alors, vous allez remarquer qu'elle est entourée d'une rougeur. Et normalement, il y a un gonflement, il y a de la douleur et il y a une augmentation de la chaleur. Donc là, c'est une réaction inflammatoire après une blessure du doigt. Donc après une blessure ou une piqûre, il s'installe un ensemble de mécanismes physiologiques de défense visant à réparer les lésions du tissu. C'est donc la réaction inflammatoire. Elle est caractérisée par quoi? Donc elle est caractérisée par les symptômes suivants. Ce sont des symptômes locaux. On a donc la rougeur, la chaleur, l'augmentation de chaleur locale, un gonflement et de la douleur. Donc, on peut toujours se poser la question, quelle est la signification physiologique de ces symptômes? Donc, les symptômes de l'inflammation, on va essayer de voir leur origine. Alors là, vous avez donc une pénétration de l'antigène à travers une blessure. Et là, donc, l'antigène, c'est les bactéries. Donc, on voit qu'il y a une multiplication des bactéries à l'intérieur de la peau. Et donc, il y a une activation de certaines cellules qui se trouvent dans la peau qui vont, elles aussi, sécréter des substances. Et ces substances vont agir sur le vaisseau sanguin le plus proche. Donc, on va voir ce qui va se passer. Alors là, cette épine-là que vous voyez, ou bien l'aiguille, on a l'habitude de voir les aiguilles et de dire qu'elles sont normalement qu'elles ne portent pas de micro-organismes, mais si vous voyez là, donc on a la tête d'une aiguille qui est augmentée, dont le grossissement a été augmenté, donc il a été observé au microscope électronique, donc on voit qu'il y a des milliers de bactéries à la surface de cette aiguille. Donc là, au niveau du tissu blessé, des cellules sentinelles. Ce sont des cellules dendritiques, ou bien des macrophages, ou bien des mastocytes. Ce sont ces cellules-là qui se trouvent dans le tissu, dans la peau. Elles vont libérer par la suite donc des substances appelées médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc ces substances-là, ce sont les médiateurs chimiques de l'inflammation qui sont libérés par les cellules sentinelles. Donc ces cellules sentinelles sont réparties dans la peau. Alors ces médiateurs-là semblent provoquer des symptômes. Alors ces symptômes-là sont, donc vous voyez qu'il y a une dilatation du vaisseau sanguin, donc une augmentation du volume du vaisseau sanguin au voisinage de la zone infectée, d'accord? Et cette dilatation est due à quoi? C'est dû aux médiateurs chimiques qui sont libérés par les mastocytes. Donc les mastocytes, ils sont activés par l'antigène. Donc une fois l'antigène entre, il active les mastocytes, et les mastocytes vont libérer ces substances-là. Ce sont des médiateurs chimiques, et les médiateurs chimiques vont agir sur le vaisseau le plus proche, et donc le vaisseau va se dilater, et on sait très bien qu'en se dilatant, le débit sanguin dans le vaisseau va donc s'atténuer au niveau de la zone gonflée, et donc les molécules du plasma et les cellules sanguines auront le temps d'échapper à la circulation sanguine et donc rejoindre la zone d'infection par un phénomène qu'on appelle la diapédèse. Donc le fait que les globules blancs quittent la circulation sanguine vers la zone de l'infection, ce phénomène-là, on l'appelle la diapédèse. Alors,
La dilatation des vaisseaux sanguins au niveau de la peau avec un afflux abondant du sang, donc d'où la rougeur et la sensation de chaleur. Donc cette chaleur-là, elle est due au sang qui est libéré dans cette zone, au plasma qui est libéré dans cette zone et à la dilatation des vaisseaux sanguins. La fuite du plasma, donc les molécules du plasma, ou bien les substances, les protéines qui se trouvent dans le sang, dans le plasma, vont donc quitter la circulation sanguine pour arriver au niveau de l'infection. Donc ce gonflement-là, ou bien ces éléments qui sortent des vaisseaux sanguins, vont s'accumuler dans cette zone d'infection et vont former un œdème. Donc, ils vont induire un gonflement du tissu. Ensuite, lorsqu'il y a gonflement de cette zone, il y a des terminaisons nerveuses, d'accord, des récepteurs nerveux qui vont être stimulés et vont donc amener un influx nerveux vers les centres nerveux et va être interprété donc par une douleur. Donc, on va sentir une douleur. Alors, le recrutement des globules blancs, qui sont généralement des macrophages, donc on a dit qu'ils vont quitter la circulation sanguine pour arriver au niveau de l'infection. Donc ce recrutement-là des macrophages et des granulocytes depuis les vaisseaux sanguins vers la zone d'infection est appelé diapédèse. Alors, pour récapituler, donc la lésion des tissus ou bien la blessure va induire une stimulation nerveuse des récepteurs nerveux et donc ce qui va induire une douleur. Ensuite, les molécules signaux qui vont être libérées par les mastocytes au niveau de la zone de blessure, ces mastocytes qui ont été activés par les bactéries, donc les médiateurs chimiques libérés vont assurer la dilatation des capillaires sanguins et par la suite, il y a du sang qui va, bien des composantes du sang qui vont quitter la circulation sanguine et vont donc augmenter la rougeur dans la zone infectée et vont induire de l'augmentation de la chaleur. Ensuite, la sortie du plasma du capillaire sanguin va induire un gonflement de la zone infectée et la formation de l'œdème. Donc, l'inflammation, c'est quoi? Donc, l'inflammation, c'est un phénomène qui vise à délimiter et à réparer les tissus lésés, ça veut dire les tissus qui sont détériorés, et surtout, l'objectif de l'inflammation, c'est d'orienter les éléments actifs. Quand j'appelle éléments actifs, ça veut dire les macrophages et les phagocytes. Donc orienter les éléments actifs du système immunitaire vers les lieux de l'infection. Donc maintenant, on va voir quel est l'effet des médiateurs de l'inflammation qui sont sécrétés par les mastocytes lors de l'invasion d'un tissu par les bactéries. Donc, on a deux photos, donc deux électronographies qui représentent la structure d'un mastocyte avant et après invasion bactérienne. Donc, on s'aperçoit qu'avant l'invasion bactérienne, le mastocyte est gorgé de granules, de vésicules qui contiennent des substances, alors qu'après l'invasion, on s'aperçoit que ces granules-là disparaissent. Donc, on s'est posé la question de quoi sont composés ces granules-là. Donc, Wirel, en 1936, a extrait à partir d'un tissu des molécules qu'il a appelées des médiateurs chimiques, dont l'histamine. Et ensuite, il a injecté de l'histamine à un individu sain. Donc, il s'est aperçu que cette histamine-là induit des symptômes inflammatoires ressemblant aux symptômes qu'il a retrouvés dans l'inflammation. Donc, la question qu'on va se poser, c'est quel est le rôle de l'histamine et d'autres médiateurs de l'inflammation. Alors là, ce tableau-là résume les médiateurs chimiques et leur origine ainsi que leur rôle. Donc, on va parler uniquement de l'histamine, par exemple. L'histamine, elle est sécrétée par les mastocytes, les basophiles, les plaquettes sanguines. Elle a pour rôle l'augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins et active les polynucléaires. Ensuite, par exemple, les kinines. Les kinines, c'est un système de protéines plasmatiques. Donc, il est issu de protéines plasmatiques.
il provoque la dilatation des vaisseaux sanguins et l'augmentation de leur perméabilité aux grosses molécules. Ça veut dire que c'est elle qui permet aux vaisseaux sanguins de se dilater et laisser passer les grosses molécules vers la zone d'infection. Ensuite, le système de complément. Donc c'est un système qui compte 20 protéines et ces protéines-là sont synthétisées dans plusieurs organes comme le foie et la rate. Le rôle du complément, on va le traiter après. Donc voilà le complément. Donc le complément, on a dit qu'il s'agit de protéines plasmatiques qui sont activées. Donc là, il faut bien faire attention. Ils sont activés par le contact avec l'antigène. Donc au début, ces protéines-là sont inactives dans le sang, mais une fois ils arrivent au niveau de l'infection, une fois ils rentrent en contact avec l'antigène, il y a activation d'une réaction en cascade. Donc ces réactions-là arrivent à cliver différentes composantes du complément et donc à former des molécules qui sont actives. Exemple, le C3A et le C5A. Donc ce sont deux molécules qui interviennent dans le chimiotactisme, ça veut dire l'attraction des phagocytes vers la zone infectée. Ensuite, le C5 va être subdivisé ou bien va être fragmenté pour donner le C5b. Le C5b qui va s'associer avec le C6, C7, C8 et C9 pour former ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Ensuite, le C3b. Donc le C3b va faciliter la phagocytose. C'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Donc voilà, C3A, C5A, ils aident au chimiotactisme des phagocytes vers la zone d'infection. Le C3b, il va faciliter la phagocytose, donc ce qu'on appelle l'opsonisation. Et le C5A, C6, C7, C8, C9 vont constituer ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire à la surface de la bactérie, et ce complexe-là va induire une entrée massive de l'eau dans la bactérie et donc un éclatement de la bactérie. Alors les trois rôles du complément, comme on a dit. Donc le premier rôle, c'est la formation du complexe membranaire, ou bien le complexe d'attaque membranaire, le CAM, et donc il va induire une lyse de la cellule de la bactérie. Le deuxième rôle, c'est l'opsonisation ou bien la facilitation de la phagocytose. Ça veut dire qu'il y a plusieurs bactéries qui ne sont pas reconnues directement par les phagocytes. D'accord ? Et donc le C3b, vu qu'il a des récepteurs spécifiques sur la membrane des phagocytes, donc il va s'attacher à la bactérie et il va la guider donc vers le macrophage ou bien le phagocyte pour qu'il facilite la phagocytose. Ensuite, le C3A et le C5A, donc ce sont des molécules qui vont faciliter, on a dit, la diapédèse ou bien la sortie des phagocytes et leur orientation vers la zone de l'infection. Donc la phagocytose, c'est quoi? Donc la phagocytose, c'est la capacité de reconnaître un agent infectieux et de l'englober dans leur cytoplasme, puis de le digérer. Donc une cellule est phagocytaire lorsqu'elle est capable de reconnaître un agent pathogène ou infectieux et de l'englober dans son cytoplasme, de le digérer. Donc la phagocytose, ça va constituer la phase ultime de l'inflammation, ou bien de la réponse immunitaire inflammatoire. Donc, l'effet des médiateurs dont on a parlé, les médiateurs d'inflammation, l'histamine, le complément, le prostaglandine et l'équinine, se résument à orienter les cellules phagocytaires qui se trouvaient dans la circulation sanguine vers la zone infectée et donc leur mise en contact avec l'antigène. Donc, vous voyez là une photo d'un phagocyte qui est en train d'émettre des pseudopodes et de fixer des bactéries donc pour les phagocyter. Donc ici, vous avez une animation des étapes de la phagocytose. Donc, le phagocyte, ou bien la cellule phagocytaire, contient des récepteurs normaux, qui sont des PRR, qui reconnaissent directement l'agent pathogène, et contient aussi des vésicules qu'on appelle les lysosomes, qui sont riches en protéines, ou bien en enzymes lytiques, qui sont capables de détruire les bactéries.
Donc, une fois la bactérie est fixée sur le phagocyte par des récepteurs, il y a formation de pseudopodes. Donc, on parle de la phase d'adhésion. Ça veut dire que la bactérie adhère au phagocyte. Deuxième étape, c'est l'étape de l'ingestion. Donc, une fois les pseudopodes sont formés, ils vont englober la bactérie à l'intérieur et donc former ce qu'on appelle le phagosome, qui est la fusion de la zone où se trouve la bactérie avec des lysosomes. Après, donc, il y a la phase de digestion. Donc, le phagosome contient la bactérie avec le contenu des lysosomes qui vont détruire la bactérie en fragments. La quatrième étape, c'est la phase de rejet des déchets. Donc, le phagocyte a réussi à détruire l'agent pathogène et donc il rejette par exocytose les déchets de cette digestion. Alors ici, vous avez une récap de la phase de la réponse inflammatoire. Donc, vous avez des barrières naturelles de l'organisme, par exemple la barrière cutanéo-muqueuse. Donc, une fois les bactéries arrivent à franchir les barrières cutanées, donc on a une multiplication des bactéries qui vont donc entrer en contact avec les mastocytes. Et donc, les mastocytes vont libérer les médiateurs chimiques, dont l'histamine. L'histamine va agir sur le capillaire le plus proche et va donc dilater le vaisseau sanguin. Et donc, il y aura sortie des cellules sanguines dans les phagocytes par phénomène de diapédèse. Ensuite, par chimiotactisme dû au facteur du complément C3A et C5A, ces phagocytes vont être dirigés vers la zone d'infection et donc ils vont phagocyter directement le pathogène ou bien ils vont être opsonisés par le C3B qui va faciliter la phagocytose. Et là, vous avez le cycle de phagocytose ou bien les étapes de la phagocytose. Donc, si vous avez du temps, vous allez reschématiser cette image-là en paragraphe ou bien sous forme d'un schéma. Ça va vous aider à retenir votre cours. Donc maintenant, le devenir de l'antigène après la phagocytose. Donc 3 cas de figure se présentent. Si la cellule arrive à détruire, ou bien si le phagocyte arrive à détruire l'agent pathogène, donc les symptômes de l'inflammation et de l'infection vont disparaître. Si, deuxième cas, la bactérie n'est pas complètement détruite par le phagocyte, donc elle va rester dans un état stationnaire à l'intérieur du phagocyte. Troisième cas, c'est la mort des phagocytes par multiplication de l'antigène et progression de l'infection. Ça veut dire si le phagocyte n'arrive pas à détruire l'agent pathogène, donc l'agent pathogène va se multiplier à l'intérieur du phagocyte. Alors vous avez là donc une multiplication de l'agent pathogène, donc formation du pus, d'accord. Et après, donc cette cellule va être reconnue par d'autres cellules immunitaires. Et donc, elle va être digérée partiellement, y compris les bactéries qu'elle contient, par des cellules qu'on appelle des cellules dendritiques ou bien des CPA. On a déjà parlé des CPA, donc ce sont des cellules présentatrices de l'antigène. Et là, donc, une fois digérées, les peptides de la bactérie vont être présentés par le CMH2, cette fois, à la surface des cellules dendritiques. Et donc, cette cellule dendritique ou bien la CPA va présenter l'antigène ou bien le déterminant antigénique, il va le présenter aux cellules lymphatiques qui se trouvent dans le ganglion le plus proche. Donc, la cellule dendritique va prendre l'antigène du phagocyte, il va donc le drainer ou bien l'entraîner vers le ganglion lymphatique le plus proche. Donc la CPA, c'est une cellule du système immunitaire qui phagocyte et présente des parties de l'antigène qu'on appelle des déterminants antigéniques. On a déjà parlé des déterminants antigéniques. Donc elle va les présenter à des lymphocytes T, soit T4 ou T8. Donc il peut s'agir de macrophages, de lymphocytes B, donc ce sont ces cellules, ces CPA, ils peuvent être soit des macrophages ou bien des lymphocytes B, ou des cellules dendritiques. Ces cellules disposent toutes de molécules de CMH1 et 2. Donc elles ont déjà le CMH1 parce que ce sont des cellules nucléées, et vu que ce sont des cellules immunitaires, donc elles ont le CMH2.
nous avons fini avec la réaction inflammatoire. Donc la prochaine séance, on va parler de la réaction immunitaire spécifique. Et donc, ça sera pour la prochaine leçon.